Le magicien d'Oz. Dorothée et son chien Toto vivaient avec l'oncle Henri qui était fermier et la tante M. Leur maison était isolée au cœur des grandes prairies du Kansas. Il n'y avait ni grenier ni cave, si ce n'était un trou creusé dans le plancher et baptisé la cave au cyclone, car la famille s'y réfugiait lorsque la tempête se déchaînait. Ce jour-là, le ciel était très gris et le vent mugissait. Oncle Henri bondit en scrutant l'horizon. Un cyclone vient droit sur nous. Je cours m'occuper des bêtes. Tante M ouvrit la trappe de la cave. Vite, Dorothée, viens avec moi. Dorothée allait suivre sa tante, mais Toto s'échappa de ses bras pour se réfugier sous le lit. Elle venait de le récupérer lorsque la maison se mit à tournoyer sur elle-même et à s'élever lentement dans les airs pour se retrouver perchée au sommet du cyclone. Elle fut emportée comme une plume à des lieues et des lieues de là. Dorothée se crut transportée en ballon et trouva cela agréable. Toto, lui, courait en tous sens et jappait nerveusement. Les heures passaient et la fillette commençait à trouver le temps long. Elle s'endormit. Dorothée fut réveillée par un choc violent. La maison ne bougeait plus et le soleil inondait la pièce. Elle courut à la porte et poussa un cri émerveillé. La maison était posée au beau milieu d'un pays magnifique. Partout des fleurs superbes, des oiseaux au plumage rare, des arbres chargés de fruits mûrs. Un petit groupe de personnages bizarres s'avança vers elle. Il y avait 3 hommes et une femme. C'étaient des grandes personnes, mais ils étaient aussi petits qu'elles. Ils portaient de hauts chapeaux pointus, dont les bords s'agrémentaient de clochettes qui tintaient au moindre mouvement. Les hommes étaient habillés de bleu, et la femme portait une robe blanche parsemée d'étoiles. Elle salua Dorothée d'une profonde révérence. « Soyez la bienvenue au pays des Munchkins, très noble enchanteresse. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est. » Dorothée ouvrit de grands yeux. « Vous êtes très aimable, mais vous devez faire erreur. Je n'ai tué personne. » En tout cas, votre maison l'a fait. C'est la même chose. Regardez, ces 2 pieds dépassent, là. Dorothée vit en effet 2 pieds chaussés de souliers d'argent qui dépassaient sous la maison. Oh, mon Dieu, la maison lui est tombée dessus. Qu'allons-nous faire? Il n'y a rien à faire. Cette méchante sorcière faisait travailler les Munchkins jour et nuit. Sa mort est un grand soulagement pour eux. Qui sont les Munchkins? Les habitants de ce pays. Et vous? Êtes-vous une Munchkins? Non, moi je suis la sorcière du Nord, mais je suis leur amie. Vous êtes une vraie sorcière? Oh oui, mais je suis une bonne sorcière. Hélas, j'ai moins de pouvoir que la méchante sorcière de l'Est, sans quoi j'aurais libéré mes amis depuis longtemps. Je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes. C'est une erreur grossière. Au pays d'Oz, voyez-vous, les bonnes sorcières vivent l'une au nord, c'est moi, et l'autre au sud. Mais celles de l'Est et de l'Ouest sont de méchantes sorcières. Maintenant, il ne reste plus que la sorcière de l'Ouest. À cet instant, les pieds de la sorcière morte disparurent, et il ne resta plus que les souliers d'argent que la sorcière du Nord offrit à Dorothée. Ce sont des souliers enchantés, mais nous ne savons pas quel est leur pouvoir. Merci. Pourriez-vous m'aider à rentrer au Kansas? Mon oncle et ma tante doivent s'inquiéter. Les Munchkins et la sorcière ne connaissaient pas le Kansas. Mais ce qu'ils savaient, c'était que les pays du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest étaient bordés par un désert si grand que personne n'avait jamais pu le traverser. Allez à la cité d'Émeraude, c'est là que vit le grand magicien Oz. Il a plus de pouvoir que nous toutes réunies. Il vous aidera peut-être. Où se trouve cette cité? Elle est exactement au centre du pays, et Oz en est le maître. C'est un long voyage qui peut être dangereux, mais personne n'osera nuire à quelqu'un qui a reçu un baiser de la sorcière du Nord. Elle posa un baiser sur le front de Dorothée.
Ses lèvres laissèrent sur la peau une marque ronde et brillante. Vous ne pouvez pas vous tromper. La route est pavée de briques jaunes. Quand vous arriverez devant Oz, n'ayez pas peur et demandez-lui son aide. Adieu, ma chère enfant. Les 3 Munchkins s'éloignèrent après l'avoir salué respectueusement. La sorcière pirouetta 3 fois sur son talon gauche et disparut instantanément. La fillette prit un petit panier dans lequel elle mit du pain et des fruits. Ses chaussures étaient vieilles et usées. Elles ne supporteront pas un long voyage. Je vais essayer les souliers d'argent. Regarde, Toto. On dirait qu'ils ont été faits pour moi. Allons, en route pour la cité d'émeraude. Dorothée trouva facilement la route pavée de briques jaunes. Elle chemina d'un pas alerte, Toto sur ses talons. Lorsqu'elle s'arrêta pour se reposer dans un champ de blé mûr, un épouvantail perché au bout d'un pieu lui fit un clin d'œil. Bonjour. Vous avez parlé? Absolument. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oh, ça ne va pas fort. C'est ennuyeux d'être perché là, jour et nuit. Vous ne pouvez pas descendre? Non, ce pieu est enfoncé dans mon dos. Pourriez-vous me l'ôter? Dorothée décrocha le mannequin. Merci. Ah, je me sens mieux. Qui êtes-vous et où allez-vous? Dorothée raconta son histoire. L'épouvantail se gratta la tête. Croyez-vous que Oz me donnerait un peu de cervelle? Voyez-vous, je suis rempli de paille. Ça me dérange pas d'avoir un corps empaillé, mais je ne veux pas être idiot. Venez avec moi si vous voulez. Avec plaisir. Le pays devenait rude et inculte. En fin d'après-midi, ils atteignirent une forêt très sombre. À la nuit, ils s'arrêtèrent dans une petite cabane qui semblait abandonnée. Épuisée, Dorothée s'endormit aussitôt, Toto à ses côtés. Insensible à la fatigue, l'épouvantail resta debout dans un coin et attendit patiemment. Au matin, Dorothée se baigna dans une source d'eau claire et avala son déjeuner. Tout d'un coup, un gémissement la fit sursauter. Qu'est-ce que ça? Je n'en ai aucune idée. Allons voir. Ils firent quelques pas dans la forêt. Dorothée remarqua quelque chose qui brillait entre les arbres. Elle courut dans cette direction et s'arrêta net. Oh! Un homme entièrement fait de fer blanc se tenait immobile, la hache à la main, devant un arbre à moitié coupé. Toto essaya de planter ses dents dans les mollets de fer blanc, mais il ne réussit qu'à se faire mal. Dorothée regarda l'homme avec stupeur. C'est vous qui avez gémi? Oui, voilà plus d'1 an que j'appelle à l'aide, mais jusqu'ici personne ne m'avait entendu. Que puis-je faire pour vous? Ah, il faut huiler mes articulations qui sont complètement rouillées. Dans ma cabane, vous trouverez une burette. Dorothée courut jusqu'à la cabane et en ramena la burette. Avec l'aide de l'épouvantail, elle huila les articulations de la tête, des bras et des jambes jusqu'à ce que le bûcheron en fer blanc puisse bouger librement. Il les remercia chaleureusement et ils lui racontèrent le but de leur voyage. Ah, j'aimerais que Oz me donne un cœur. Puis-je me joindre à vous? Bien sûr. Je mets la burette dans votre panier. S'il pleut et que je rouille encore, j'en aurais bien besoin. En chemin, le bûcheron bavardait avec l'épouvantail. La cervelle n'est pas l'essentiel. Vous en avez une, vous? Non, j'ai la tête entièrement vide. Mais jadis, j'ai eu une cervelle et un cœur. Et pour avoir essayé les deux, je peux vous dire que je préfère de beaucoup avoir un cœur. Et pourquoi cela? Lorsque j'avais un cœur, j'étais amoureux d'une jeune fille, et cela me rendait heureux. Mais la méchante sorcière a fait de moi un homme en fer blanc. Je suis fier de mon corps qui brille au soleil, mais je ne ressens plus d'amour. Si Oz accepte de me donner un cœur, j'irai la retrouver pour l'épouser. L'épouvantail n'était pas convaincu. Moi, je préfère avoir une cervelle. À quoi bon avoir un cœur quand on est saoul? Je veux un cœur car la cervelle ne rend pas heureux, et le bonheur est le bien le plus précieux du monde. Nos voyageurs cheminaient maintenant à travers des bosquets touffus. Le grognement d'un animal sauvage effraya la fillette.
Tout d'un coup, un formidable rugissement retentit et un lion bondit sur la route. D'un coup de patte, il fit valser l'épouvantail, puis il donna un coup de griffe au bûcheron en fer-blanc. Toto fonça sur lui en aboyant. Le fauve s'apprêtait à le mordre quand Dorothée se précipita et lui donna une violente tape sur le museau. « Vous devriez avoir honte de vous attaquer à un pauvre petit chien. » Le lion se frotta le museau avec sa patte. « Oh, je l'ai pas mordu. » »« Mais vous avez essayé. Vous n'êtes qu'un gros poltron. » Le lion baissa la tête d'un air penaud. Ah, je sais, mais qui puis-je? J'ai dû naître ainsi. Les autres animaux me croient courageux, car le lion est le roi des animaux. Il me suffit de rugir pour que tout le monde s'enfuit. Mais si un ours ou un tigre avait essayé de m'attaquer, c'est moi qui me serais enfui. Il essuya du bout de sa queue une larme qui perlait. C'est le drame de ma vie. Au moindre danger, mon cœur se met à battre très fort. Le bûcheron en fer-blanc rétorqua. Cela prouve au moins que vous avez un cœur. Je n'en ai pas, moi. L'épouvantail s'était redressé. Avez-vous de la cervelle? J'espère, mais je ne sais pas. Ils lui racontèrent alors le but de leur voyage, et le lion demanda à les accompagner. Peut-être que Ose me donnera un peu de courage. Notre petit groupe se remit en route. Le bûcheron en fer-blanc écrasa par mégarde un scarabée et en fut bouleversé. Il pleura tant que Dorothée dut huiler ses mâchoires qui en rouillaient. Comme je n'ai pas de cœur, je dois prendre grand soin de n'être jamais ni cruel, ni méchant. Il poursuivit son chemin, les yeux fixés sur la route, à l'affût de la moindre fourmi. Le deuxième jour, nos voyageurs se trouvèrent face à un fossé très profond et aux parois abruptes. Dorothée était au désespoir. « Oh, mais qu'allons-nous faire ?» L'épouvantail déclara. « Nous ne pouvons pas voler, ni escalader les parois de ce gouffre. Par conséquent, si nous ne pouvons pas le franchir d'un bond, impossible d'aller plus loin. » Le lion examina le fossé. « Oh, je crois pouvoir sauter par-dessus. »« Alors vous nous porterez sur votre dos à tour de rôle ?» J'ai terriblement peur de tomber, mais il faut essayer. Qui veut commencer? Moi. Si par hasard, vous n'arriviez pas à franchir ce gouffre, Dorothée serait tuée ou le bûcheron se fracasserait sur les rochers. Moi, je ne risque pas de me faire de mal. L'épouvantail s'assit sur le dos du lion, qui bondit pour atterrir de l'autre côté. Tout le monde fut soulagé, et le lion renouvela son saut pour ramener un à un ses amis. De ce côté-ci, la forêt était encore plus dense et sinistre. Des bruits étranges troublaient un silence oppressant. Le lion frissonna. Ce pays est habité par les Khalidas. J'en ai horriblement peur. Ce sont des bêtes monstrueuses avec des corps d'ours et des têtes de tigre. Leurs griffes sont longues et acérées. Un autre gouffre leur coupa bientôt la route. Cette fois, il était trop large et trop profond pour le franchir d'un bond. L'épouvantail se gratta la tête. Il y a un grand arbre près du fossé. Si le bûcheron peut l'abattre et le faire tomber de l'autre côté, nous pourrons traverser facilement. Le lion se redressa. Oh, c'est une idée géniale, à croire que vous avez de la cervelle dans la tête et non de la paille. Le bûcheron se mit au travail et tailla dans le tronc à toute volée. Puis le lion s'arc-bouta et poussa de toutes ses forces. L'arbre bascula et s'abattit en travers du fossé. Ils allaient franchir ce pont improvisé lorsqu'un grognement hargneux les pétrifia d'horreur. Deux monstres fonçaient sur eux. Le lion hurla. « Allez, les Khalidas !» L'épouvantail cria. « Vite, traversons !» Dorothée prit Toto dans ses bras et passa la première. Puis ce fut au tour du bûcheron, bientôt suivi de l'épouvantail. Le lion, malgré sa frayeur, se tourna face aux Khalidas et poussa un rugissement terrible. Les monstres en restèrent pétrifiés, mais ils se ressaisirent et reprirent leur poursuite. Le lion avait franchi le pont. « Restez derrière moi, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. »
L'épouvantail déclara: Il faut trancher l'extrémité de l'arbre qui est de ce côté. Le bûcheron s'exécuta, et au moment où les candidats allaient achever leur traversée, l'arbre croula au fond du gouffre, et les monstres s'y écrasèrent. Quelques heures plus tard, nos voyageurs débouchaient dans une prairie où courait une large rivière aux eaux rapides. De l'autre côté, la route de briques jaunes serpentait parmi des fleurs éclatantes. L'épouvantail proposa au bûcheron de construire un radeau, ce qui fut fait. Au début, la traversée se passa bien. L'épouvantail et le bûcheron faisaient avancer le radeau au moyen de longues perches. Mais au milieu de la rivière, le courant les entraîna vers l'aval. L'épouvantail voulut maintenir le cap, mais il appuya si fort sa perche qu'elle resta enfoncée dans la vase. Il s'y retrouva accroché, tandis que le radeau était entraîné au loin. Adieu, adieu, adieu. Tout le monde était bouleversé. Le radeau continuait sa descente et le pauvre épouvantail était déjà loin derrière eux. Le lion proposa: je vais essayer de nager jusqu'à la rive en tirant le radeau. Accrochez-vous au bout de ma queue. Il bondit dans l'eau et, au prix de grands efforts, parvint à amener le radeau sur la berge. À pied, ils refirent le chemin en sens inverse. Au milieu de la rivière, l'épouvantail était juché sur sa perche au milieu de l'eau, triste et abandonné. Ils s'assirent sur la berge pour réfléchir au moyen de le sortir de là, quand une cigogne se posa près d'eux. Ils lui expliquèrent leurs problèmes, et la cigogne considéra l'épouvantail. S'il n'était pas aussi lourd, je vous le ramènerai. Dorothée s'empressa de dire: il est léger comme une plume, car il est empaillé. Alors la cigogne s'envola, attrapa l'épouvantail dans ses grandes serres et le ramena sur la rive. Il était fou de bonheur et serra ses amis dans ses bras. Puis ils remercièrent la cigogne et reprirent leur chemin. Ils marchaient ainsi lorsqu'un grand chat sauvage bondit à la poursuite d'une souris grise. Le bûcheron avait beau être sans cœur, il trouva que le chat sauvage était cruel de s'acharner sur une créature sans défense. Il leva donc sa hache et au moment où le chat passait, il lui trancha la tête. La souris, qui était la reine des souris des champs, le remercia vivement, tandis que des nuées de souris accouraient et s'inclinaient devant elle. Elle offrit un sifflet à ses nouveaux amis. Si vous avez besoin de nous, allez dans un champ et sifflez. Nous accourrons à votre appel. Après avoir fait leurs adieux aux souris des champs, nos amis retrouvèrent la route de briques jaunes et cheminèrent gaiement. Le deuxième jour, ils aperçurent au loin une magnifique lumière verte. Ce doit être la cité d'Émeraude. Plus ils s'approchaient, et plus la lumière était éclatante. En fin d'après-midi, ils se trouvèrent au pied des remparts de la cité. Dorothée se présenta à un garde, vêtu de vert de la tête aux pieds. « Nous voulons rencontrer le grand Oz. » Le garde fut déconcerté. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas fait cette requête, et le grand Oz n'aimait pas être dérangé inutilement. Il les conduisit cependant au palais, et les munit auparavant de lunettes vertes pour les protéger de l'éclat de la cité. Les maisons étaient splendides, toutes de marbre vert et incrustées d'émeraudes étincelantes. Les habitants étaient habillés de vert, et les boutiques ne vendaient que des objets verts. Au palais, le garde alla annoncer les visiteurs. Quand il revint, Dorothée lui demanda: « Avez-vous vu Oz ?»« Non, je ne l'ai pas vu, mais je lui ai parlé. D'abord, il s'est mis en colère, mais quand j'ai parlé de vos souliers d'argent et de la marque que vous portez sur le front, il a accepté de vous recevoir. Mais un par un, et un seul par jour. Je vais donc vous conduire à vos chambres. » Les chambres étaient magnifiques, et Dorothée en fut enchantée. Le lion, quant à lui, aurait préféré dormir à la Belle Étoile, mais il se fit une raison et se pelotonna sur le lit douillet. Le lendemain, Dorothée entra seule dans la salle du trône. C'était une pièce immense et magnifique. Sur un grand trône étincelant siégeait une énorme tête, sans corps, ni bras, ni jambes. « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Qui êtes-vous et que me voulez-vous » Je suis Dorothée, l'humble et l'obéissante. Je viens demander votre aide. Où avez-vous trouvé les souliers d'argent ?
Je les tiens de la méchante sorcière de l'Est que ma maison a tuée en lui tombant dessus. Et cette marque imprimée sur votre front, C'est le baiser que m'a donné la bonne sorcière du Nord. qu'attendez-vous de moi? Renvoyez-moi au Kansas, où vivent ma tante et mon oncle. Ils doivent être très inquiets pour moi. Je vous renverrai au Kansas si vous tuez la méchante sorcière de l'Ouest. Mais j'en suis incapable. C'est ma condition. Dorothée eut beau supplier et pleurer, Oz ne voulut rien entendre. La mort dans l'âme, la fillette rejoignit ses amis et leur raconta son entrevue. Le lendemain et les jours suivants, l'épouvantail, le bûcheron et le lion furent reçus chacun leur tour, et chaque fois, Oz revêtit une apparence différente. L'épouvantail vit une très belle jeune fille, le bûcheron une bête terrifiante avec une tête de rhinocéros à 5 yeux, et le lion se trouva face à une boule de feu. À chacun, Oz déclara « Aidez Dorothée à tuer la méchante sorcière de l'Ouest, et je vous donnerai ce que vous souhaitez. » Nos amis étaient terriblement déçus, mais ils souhaitaient tellement voir leurs vœux se réaliser qu'ils décidèrent de partir pour le pays de l'Ouest. Le garde leur dit qu'il n'existait pas de route pour s'y rendre, car personne ne voulait aller là-bas. « Marchez vers l'ouest, du côté du soleil couchant. Dès que la sorcière saura que vous êtes chez les Winkies, c'est elle qui vous trouvera pour vous capturer. » L'épouvantail se dressa fièrement. « Pas si sûr. Nous avons l'intention de la supprimer. » La cité d'émeraude était maintenant loin derrière eux. Peu à peu, le sol devenait rude et accidenté. Il n'y avait pas d'arbres pour se protéger du soleil brûlant. Bien avant la tombée de la nuit, Dorothée, Toto et le lion s'étendirent dans l'herbe et s'endormirent, épuisés. Le bûcheron et l'épouvantail veillèrent. La méchante sorcière de l'Ouest n'avait qu'un œil, mais il était aussi puissant qu'un télescope. Aussi aperçut-elle au loin les voyageurs. Elle saisit son sifflet d'argent et siffla. 40 loups aux yeux cruels et aux crocs pointus apparurent. Elle ordonna « Courez mettre ces gens en pièces !» Ils partirent aussitôt. L'épouvantail et le bûcheron les entendirent approcher. Le bûcheron saisit sa hache. « Mettez-vous derrière moi, je vais les recevoir !» Il trancha d'abord la tête du chef de la meute, puis tua un à un les 40 loups. Dorothée se réveilla et fut effrayée à la vue des cadavres. Le bûcheron lui raconta la bataille et elle le remercia de les avoir sauvés. La sorcière scruta l'horizon et découvrit les loups décapités. Furieuse, elle souffla dans son sifflet d'argent. Aussitôt, une nuée de corbeaux vint s'abattre à ses pieds. « Crevez les yeux de ces étrangers et mettez-les en pièces !» Les corbeaux fondirent sur les voyageurs et l'épouvantail leur fit face. « Couchez-vous derrière moi !» Tous s'allongèrent sur le sol, sauf l'épouvantail qui se dressa en écartant les bras. À sa vue, les corbeaux s'arrêtèrent, effrayés. Mais le roi des corbeaux ne se laissa pas impressionner et attaqua. L'épouvantail l'attrapa et lui tordit le cou. Un autre corbeau attaqua alors, auquel il tordit également le cou. Il tua ainsi les 40 corbeaux. La sorcière donna un nouveau coup de sifflet et un essaim d'abeilles vint danser au-dessus de sa tête. « Faites mourir ces étrangers à coups de dard !» Les abeilles partirent aussitôt. L'épouvantail les aperçut. « Prenez ma paille, répandez-la sur la petite, Toto et le lion. Les abeilles ne pourront pas les piquer. » Sitôt dit, sitôt fait. Quand les abeilles arrivèrent, il ne restait plus que le bûcheron. Elles fondirent sur lui, brisèrent leur dard contre le fer blanc et tombèrent mortes à ses pieds. Dorothée et le lion se relevèrent et la fillette aida le bûcheron à rempailler l'épouvantail jusqu'à ce qu'il ait repris sa bonne mine. On se remit en route. Folle de rage, la méchante sorcière sortit d'une armoire une coiffe d'or, sertie de rubis et de diamants. C'était une coiffe enchantée. Quiconque la possédait pouvait par 3 fois invoquer l'aide des singes ailés. Elle avait déjà eu recours à eux pour asservir les Winkies et pour chasser le grand Oz lui-même du pays de l'Ouest. Elle pouvait les appeler une dernière fois. Elle posa donc la coiffe sur sa tête
puis se tenant sur son pied gauche, elle prononça. Ensuite, elle se campa sur son pied droit. Hello, hello, hello. Enfin, elle se planta sur ses deux pieds. Zic. Le ciel s'assombrit, tandis qu'on entendit des battements d'ailes innombrables. La sorcière fut bientôt entourée d'une multitude de singes, munis d'ailes immenses et vigoureuses. Quel est votre dernier ordre? Emparez-vous de ces étrangers et faites-les mourir, sauf le lion. Amenez-le-moi. Je l'harnacherai et le ferai travailler comme un cheval. Les singes ailés volèrent vers les voyageurs. Certains s'emparèrent du bûcheron et le larguèrent sur des rochers tranchants. Il atterrit avec fracas, désarticulé, sans pouvoir bouger ni même gémir. D'autres saisirent l'épouvantail et le vidèrent entièrement de sa paille. Puis ils accrochèrent ses habits à la cime d'un arbre. D'autres encore ficelèrent le lion comme un saucisson et l'emportèrent au château, où il fut enfermé dans une cour. Dorothée, bouleversée et serrant Toto contre elle, attendait son tour. Mais voyant la marque sur son front, le chef des singes ailés interdit qu'on lui fasse du mal. Cet enfant est protégé par les puissances du bien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'emmener au château de la méchante sorcière. Lorsque la sorcière fut face à Dorothée, elle vit la marque de la sorcière du Nord, puis les souliers d'argent, et trembla de frayeur. Mais devant le regard innocent de la fillette, elle songea. Cette sotte ignore son pouvoir. Je vais en faire mon esclave et je trouverai bien le moyen de lui voler ses souliers. Elle ordonna. Suis-moi et fais tout ce que je te dis, sinon tu subiras le sort de tes ennemis. Dorothée devint donc sa servante et travailla docilement, trop heureuse d'être épargnée. Le lion, quant à lui, rugissait si fort que la sorcière n'osait l'approcher. Puisque c'est comme ça, tu n'auras rien à manger tant que tu ne m'obéiras pas. Dès lors, il fut privé de nourriture. Chaque jour, la sorcière paraissait à la grille et demandait « Es-tu prêt à porter le harnais ?» Et chaque fois, le lion répondait « Non ». S'il résistait si courageusement, c'est que chaque nuit, tandis que la sorcière dormait, Dorothée lui apportait de la nourriture. Elle restait ensuite pelotonnée contre lui, et il ruminait des projets d'évasion. Mais il ne trouvait aucun moyen de s'enfuir. Le château était surveillé par les Winkies, qui redoutaient trop la sorcière pour lui désobéir. La sorcière mourait d'envie de dérober les souliers d'argent, mais Dorothée ne les ôtait que pour dormir ou pour se laver. Or, la sorcière avait peur de l'obscurité, et plus encore de l'eau. Un jour, elle réussit à faire trébucher Dorothée qui perdit une chaussure en tombant. Aussitôt la vieille femme s'en saisit et l'enfila. « Rendez-moi mon soulier !» Jamais de la vie. Furieuse, Dorothée saisit une bassine qui se trouvait là et jeta l'eau à la tête de la sorcière qui poussa un hurlement. Elle était trempée des pieds à la tête et commençait à rétrécir. Regarde ce que tu as fait. Dans un instant, j'aurai complètement fondu. Effrayée, Dorothée la vit fondre comme du sucre. Oh, je suis vraiment navrée. La sorcière se liquéfia tout à fait, et Dorothée récupéra son soulier. Puis elle courut libérer le lion, et ils annoncèrent aux Winkies la mort de la sorcière. Ceux-ci firent une fête mémorable et remercièrent chaleureusement Dorothée. Elle leur demanda de les aider à secourir l'épouvantail et le bûcheron, et ils partirent les récupérer dans la plaine. Un ferblantier remit à neuf le bûcheron, tandis que Dorothée bourrait l'épouvantail de paille fraîche. Fous de bonheur, les deux amis se confondirent en remerciements. Enfin réunis, Dorothée et ses amis vécurent de bons moments avec les Winkies. Mais la petite fille pensait à sa tante Anne. « Retournons chez Oz et rappelons-lui ses promesses. » Oui, j'aurai enfin un cœur. Et moi, de la cervelle. Et moi, du courage. Et moi, je rentrerai au Kansas. Leur départ désola les Winkies. Ils s'étaient pris d'affection pour le bûcheron particulièrement, qu'ils supplièrent de gouverner le pays de l'Ouest. Mais nos amis étaient déterminés.
En prenant dans l'armoire des provisions pour la route, Dorothée vit la coiffe d'or et la trouva si jolie qu'elle l'emporta. Les Winkies saluèrent leur départ par 3 salves de hurrah et leur souhaitèrent tout le meilleur possible. Nos voyageurs devaient aller vers l'est, mais le soleil était caché par les nuages et ils se perdirent. Au bout de 2 jours, épuisés, ils utilisèrent le petit sifflet de la reine des souris pour l'appeler à l'aide. Elle arriva accompagnée d'une centaine de ses sujets et conseilla à Dorothée de se servir de sa coiffe d'or. Une formule magique est écrite à l'intérieur. Vous aurez droit à 3 vœux et les singes ailés vous transporteront en moins d'1 heure. Et les souris disparurent car elles avaient peur des singes ailés. Dorothée lut la formule et l'essaya en levant le pied droit. Epé, pepé, paqué. Puis le gauche. Il, lo, el, lo. Puis elle se campa sur ses 2 pieds. Zic. Aussitôt, des claquements d'ailes annoncèrent l'arrivée des singes ailés. Le roi s'inclina devant la fillette. Que désirez-vous? Nous aimerions aller à la cité d'émeraude. Nous allons vous y porter. Les compagnons de Dorothée n'étaient pas très rassurés, mais les singes les déposèrent sans encombre aux portes du palais, et ils se retirèrent dans un profond salut. Le garde fut stupéfait de les revoir et transmit leur message au grand Oz, mais ce dernier ne les convoqua pas. Après une attente de plusieurs jours, l'épouvantail fit dire à Oz que s'il ne les recevait pas immédiatement, ils appelleraient les singes ailés à leur rescousse. Oz les reçut sur le champ. On les fit entrer dans la salle du trône. Ils étaient impressionnés et pleins d'espoir. La salle était vide. Une voix venant de nulle part résonna. « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Pourquoi voulez-vous me voir ?» Dorothée déclara. « Nous sommes venus te rappeler ta promesse, ô grand Oz. » « Je n'ai fait aucune promesse. » Furieux, le lion poussa un rugissement si fort qu'un paravent s'écroula dans un coin. Alors ils découvrirent avec stupeur un petit vieillard chauve et tremblant. Le bûcheron se précipita, la hache à la main. « Qui êtes-vous ?»« Je suis Oz, le grand et le redoutable, mais je vous en prie, ne me frappez pas, je ferai tout ce que vous désirez. » Nos amis étaient consternés. Oz n'avait en fait aucun pouvoir. Je ne suis qu'un charlatan. Il leur montra la tête de carton que Dorothée avait vue la première fois, la robe et le masque qu'il avait actionnés par des fils devant l'épouvantail, et les peaux de bête qui avaient composé le monstre si effrayant pour le bûcheron. Quant à la boule de feu, ce n'était que du coton qu'il avait enflammé après l'avoir imbibé d'huile. Je viens de Omaha. Mais ce n'est pas loin du Kansas. Oui, mais c'est très loin d'ici, hélas. Un jour que j'étais en montgolfière, un fort courant d'air happa mon ballon et l'entraîna à des lieues et des lieues de là pendant 2 jours. Lorsqu'il se posa sur le sol, j'étais au milieu d'un peuple étrange qui me prit pour un grand magicien. Je le leur laissais croire, car cela leur inspirait crainte et respect. Et depuis, je n'ai jamais pu retourner dans mon pays. Mais c'est une catastrophe. Je n'aurai jamais de cœur alors. Ni moi de courage. Ni moi de cervelle. Et je ne retournerai jamais au Kansas. Oz eut beau leur dire qu'il n'avait pas besoin de lui pour être intelligent, bon ou courageux, les 4 amis désespérés insistèrent. Bon, si vous ne révélez à personne que je suis un charlatan, je réaliserai vos vœux demain. Le lendemain, l'émotion était à son comble. Oz ôta la tête de l'épouvantail, enleva la paille et mit à la place du son mélangé à des épingles. Vous voilà un grand homme dorénavant. L'épouvantail était très fier. Ah, je me sens beaucoup plus intelligent maintenant. Puis, ce fut le tour du bûcheron. Oz découpa le fer blanc et installa dans la poitrine un petit cœur en soie rempli de sciure de bois. Est-ce un cœur généreux? Oz referma par une soudure. Le meilleur qui soit. Le bûcheron fut très ému. Enfin, Oz prépara un breuvage pour le lion. Buvez. C'est du courage.
Ce sera du courage quand vous l'aurez bu. Le courage est intérieur. Le lion but aussitôt. Je me sens plein de courage. Ouh, Ose était bien plus embarrassé par le problème de Dorothée et la fillette se désolait. Après plusieurs jours de réflexion, il vint la trouver. Puisque nous sommes tous deux arrivés par les airs, nous allons repartir par les airs. Vous venez avec moi? Oui, et je veux retourner dans mon pays. Nous allons fabriquer une montgolfière et tenter de survoler le désert. Ce ne sera pas sans risque. Tout le monde se mit au travail. Et quand ce fut prêt, Ose annonça à son peuple qu'il allait rendre visite à son frère magicien qui vivait dans les nuages. Tout le monde vint assister à ce prodige. Ose sauta dans la nacelle. En mon absence, c'est l'épouvantail qui vous gouvernera. Je vous demande de lui obéir comme à moi-même. Le ballon était prêt à décoller. Ose tendit la main à Dorothée. Venez vite, le ballon va s'envoler. Mais Toto s'échappa pour poursuivre un chat, et Dorothée courut après lui. Elle le récupéra et revint vers la montgolfière. Trop tard. Le ballon montait dans le ciel. Revenez, je veux partir avec vous. Impossible. Adieu. Dorothée pleura amèrement. Sur les conseils de l'épouvantail, elle fit appel aux singes ailés, mais ceux-ci n'avaient pas le droit de franchir le désert, et elle perdit son deuxième vue. Le garde de la cité lui suggéra alors d'aller voir la bonne sorcière du Sud. Elle seule pourrait l'aider maintenant. Mais le trajet serait long, et il y avait des bêtes sauvages dans la forêt. Ses amis l'accompagnèrent. Les arbres de la forêt étaient très hauts et très vieux. Le lion était enchanté. Je n'ai jamais vu d'endroit aussi superbe. J'aimerais bien y vivre le restant de mes jours. 1000 grognements sauvages leur parvinrent, tandis qu'ils s'approchaient d'une clairière. Des centaines d'animaux y étaient rassemblés. Des tigres, des éléphants, des ours, des loups, des renards et d'autres encore. Ils saluèrent le lion avec respect et lui apprirent qu'une araignée géante avec un corps aussi gros qu'un éléphant faisait régner la terreur parmi eux. Ils lui promirent de l'accepter pour roi s'il détruisait leur ennemi. Le lion partit bravement. Je vous confie, mes amis, et je vais de ce pas pour fendre ce monstre. Il découvrit l'araignée en train de dormir sur le sol. Son corps était couvert de poils noirs hirsutes. Son immense bouche était armée d'une rangée de dents pointues, mais son cou était aussi mince qu'une taille de guêpe. Le lion décida de la décapiter. Il fallait agir avant qu'elle ne se réveille. Il bondit sur son dos et d'un coup de sa lourde patte aux griffes acérées, il décapita l'araignée. Puis il sauta sur le sol et regarda les longues pattes du monstre se tordre un moment et retomber inerte. Victorieux, il revint à la clairière et les animaux s'inclinèrent devant lui. Je reviendrai vous gouverner dès que Dorothée aura trouvé le moyen de rentrer au Kansas. Cela faisait plusieurs jours maintenant qu'ils marchaient, et ils se trouvèrent au pied d'une colline aux pans abrupts et infranchissables. L'épouvantail suggéra à Dorothée d'appeler les singes ailés. Elle prit la coiffe d'or et prononça les paroles magiques. Aussitôt, la troupe des singes apparut, et Dorothée leur donna ses ordres. Ils prirent les voyageurs dans leurs bras et les déposèrent devant le palais de la bonne sorcière. La sorcière était belle et jeune, et les reçut avec bienveillance. « Que puis-je pour vous ?» Dorothée raconta son histoire. « Je vous renverrai au Kansas, mais auparavant vous devez me céder la coiffe d'or. » Dorothée lui donna la coiffe. La bonne sorcière demanda alors à l'épouvantail. « Que ferez-vous quand Dorothée nous aura quittés ?»« Je retournerai à la cité d'Émeraude pour la gouverner. Mais comment faire pour franchir la colline abrupte ?» Grâce à la coiffe d'or, je demanderai aux singes ailés de vous porter jusqu'à la cité d'Émeraude. Et vous, monsieur le bûcheron ? Les Winkies ont été très gentils avec moi et ils auraient désiré que je les gouverne. J'aimerais bien aller vivre là-bas. J'ordonnerai donc aux singes ailés de vous y porter. Et vous, monsieur le lion ? De l'autre côté de la colline, il y a une vaste forêt et les animaux qui y vivent m'ont reconnu pour roi. Je serais heureux d'y retourner. Ce sera donc mon troisième vœu.
Dorothée était inquiète. Et moi? Comment vais-je retourner au Kansas? Oh, vos souliers d'argent vous porteront par-delà le désert. Ils sont magiques. Il vous suffit de frapper 3 fois vos talons ensemble et de leur ordonner d'aller où vous les désirez. Dorothée embrassa ses amis. Ils étaient tous très émus, et le bûcheron pleura beaucoup. Puis la fillette prit Toto dans ses bras et fit claquer 3 fois les talons de ses souliers. Ramenez-moi chez tante M. L'instant d'après, elle tourbillonnait dans les airs si légèrement qu'elle sentait seulement le vent siffler à ses oreilles. Ses souliers disparurent au moment où elle fut déposée dans le champ de son oncle. Devant elle s'élevait la nouvelle ferme qu'ils avaient construite. Toto y courut en jappant joyeusement. Tante M sortit à cet instant de la maison et Dorothée se précipita dans ses bras. Oh, tante M, comme je suis heureuse d'être de retour à la maison.